Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais que nous retournions ensemble 80 ans en arrière pour tenter de comprendre comment la belle ville de Lyon, la capitale de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, s'est libérée du joug nazi au début du mois de septembre 1944. Mais avant de commencer cet épisode dans lequel s'entremêleront débarquements, scènes de liesse, massacres et retrouvailles, je souhaiterais remercier le Centre d'Histoire, de la Résistance et de la Déportation de Lyon avec qui je réalise cette vidéo. Tout au long de l'année, le CHRD présente une formidable exposition retraçant l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, en particulier celle de Lyon. Merci à eux pour leur confiance, je te donne plus d'informations à la fin. Bon visionnage. Aux premières lueurs du 6 juin 1944, les troupes alliées débarquent avec fracas sur les plages de Normandie. Baptisée Neptune, cette opération militaire d'une envergure inédite marque le début de la reconquête de la France métropolitaine. En plus d'être un immense succès, cet assaut permet de soulager quelque peu l'armée rouge en ouvrant un nouveau front européen. Dès lors, un souffle d'espoir naît au sein de la population occupée depuis maintenant 4 longues et pénibles années. À Lyon, l'impatience est palpable pour ces civils qui viennent de traverser des mois terriblement meurtriers. Déjà, au printemps, de nombreux innocents avaient péri dans le bombardement allié du 26 mai 1944. Ce jour-là, aux alentours de 10h40, des tonnes d'explosifs largués par les Alliés vinrent s'abattre sur les installations ferroviaires de la gare de Vaise et de celle de la Mouche afin d'empêcher les Allemands d'acheminer des troupes vers le nord du pays en vue du débarquement. Hélas, si les bombes endommagèrent les lignes de chemin de fer, elles endeuillèrent par la même occasion trop de familles en ôtant la vie de 700 civils. Le 15 août, 2 mois après l'opération en Normandie, les Américains, épaulés par le général Delattre de Tassigny, débarquent en Provence. Face à l'ampleur de l'assaut, Adolf Hitler ordonne au gros de ses hommes de se replier vers le nord. Au bord de la Méditerranée, seule une poignée de divisions de la Wehrmacht reste dans le but de défendre Toulon et Marseille, mais malgré cet ultime effort de guerre, les deux villes sont reconquises par l'armée française de la Libération, aidée par les forces françaises de l'intérieur quelques jours plus tard. Dans le même temps, la remontée victorieuse de la vallée du Rhône par les Alliés galvanise les Français autant qu'elle terrorise l'occupant. Ainsi, à Lyon, le 20 août, les responsables de la CIPOS des Lyonnaises Werner Knabe et Klaus Barbie décrètent l'exécution sommaire de 120 détenus de Montluc au fort de Côte-Lorette, à Saint-Génie-Laval. Toutefois, cette violente répression accentue l'envie de la population de se défaire du joug ennemi. Le 24 août, apprenant l'entrée des troupes alliées dans Paris, les Lyonnais se rebellent. C'est le début de l'insurrection de Villeurbanne. Présent ce jour-là, le résistant des francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrée Henri Kricher raconte. Alors, l'insurrection de Villeurbanne se situe le 24 août 1944. Nous avions toute la nuit, nous avions passé à entendre ce qui se passait à Paris, où c'était la libération de Paris. Et on en bavait. Notre premier objectif n'était pas de faire la révolution. C'était de sortir les prisonniers de Saint-Paul, de Montluc, etc., parce qu'on venait d'apprendre la tragédie de Montluc. On venait d'apprendre, n'est-ce pas, que 120 patriotes avaient été massacrés dans ce fort du Saint-Genis-Laval, et on avait peur qu'il en soit de même pour les autres. Au soir du 24 août, les premières barricades se dressent dans la ville. Malheureusement, après seulement 3 jours de résistance opiniâtre, les barricades sont déjà démontées, mais le soutien apporté par les habitants à cette insurrection démontre que tous sentent la fin de l'occupation venir. Et pour cause, alors que Paris et Marseille ont déjà été libérés, les Alliés prévoient d'attaquer Lyon à l'aube de septembre. Voyant les grandes villes voisines tomber les unes après les autres, les troupes allemandes décident en panique d'évacuer la cité rhodanienne au premier jour du mois. Le lendemain, les dernières unités restées sur place font sauter 22 des 24 ponts enjambant le Rhône et la Saône afin de sécuriser leur retraite. Seul le pont de l'Homme de la Roche ainsi que la passerelle Saint-Vincent seront épargnés par les explosifs. Finalement, le dimanche 3 septembre 1944, la première division française libre du général Brosset, les troupes de la 36e division d'infanterie américaine ainsi que de courageux maquisards et résistants entrent en héros dans la ville. Des scènes de liesse sont observées un peu partout. Après la nuit la plus profonde, les habitants savourent cette liberté retrouvée, comme en témoignent les mots aussi simples que touchants de Madeleine Dimet. J'ai dit les voilà, ils arrivent. Alors,
J'ai crié par la fenêtre, j'ai dit « Papa, maman », j'ai crié dans la rue. Mais ils se disent « Mais notre fille, elle va pas bien, elle nous dit de nous cacher. » Et tout, et voilà qu'elle nous appelle par la fenêtre « Descendez, descendez », je leur crie « On est libérés, on est libres ». Cependant, dans les jours suivant la libération, ces moments de grande joie seront perturbés par quelques échanges de coups de feu entre libérateurs et miliciens embusqués. Durant l'une de ces fusillades, des balles atteignent le dôme de l'Hôtel-Dieu qui s'embrase. Rapidement dévoré par les flammes, ce somptueux dôme ne sera restauré qu'en 1982, près de 40 années après l'incendie. Ces ultimes escarmouches n'empêchent pas le peuple lyonnais de se réunir en masse le 5 septembre pour accueillir et acclamer les libérateurs. Sous un tonnerre d'applaudissements, le général Delattre de Tassigny, le commissaire de la République Yves Farge et tant d'autres hauts responsables paradent place Bellecour. Enfin, une dizaine de jours plus tard, le jeudi 14 septembre, c'est au tour du général de Gaulle de se rendre dans le Rhône. L'homme du 18 juin prononce depuis le balcon de l'hôtel de ville un poignant discours dans lequel il fait de Lyon la capitale de la résistance. Toutefois, si les Lyonnais sont désormais débarrassés de l'oppresseur, ils n'oublient pas les sévices endurés durant de trop longs mois. À peine libéré du joug nazi, un climat de vengeance gagne le pays. Une véritable chasse aux sorcières commence, dans laquelle sont traquées toute personne ayant pu collaborer avec l'ennemi. L'épuration, sauvage à l'origine, devient peu à peu judiciaire et des milliers de traîtres, criminels et membres de la Gestapo sont arrêtés et enfermés au Fort Montluc. Pour autant, si de nombreuses familles françaises profitent de cette liberté recouvrée, la guerre se poursuit en de nombreux points et encore trop de parents, amis et camarades demeurent sans nouvelles de leurs proches exilés. Ce n'est qu'au début de l'année 1945, avec l'effondrement lent mais certain du Troisième Reich, que les premiers prisonniers de guerre, travailleurs partis dans le cadre du STO et déportés politiques, regagneront leur foyer. Quelques semaines plus tard, au printemps, c'est au tour des premiers rescapés juifs de revenir après l'horreur. À leur arrivée, le décalage entre les civils restés en France et les déportés est immense, et bien des années seront nécessaires pour tenter de comprendre ce que l'homme, dans ces camps d'extermination, a pu faire d'un autre homme. Puis le 8 mai 1945, la Seconde Guerre mondiale se termine enfin en Europe avec la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Si la joie sur le vieux continent est grande, le chantier l'est tout autant. À Lyon, comme dans de nombreux autres endroits, les habitants participent à la reconstruction de la ville et aident au redémarrage de l'industrie. Fortement ralentie par des années de guerre, l'économie a besoin de temps pour redémarrer convenablement et pour offrir à tous un train de vie décent. En attendant ces jours meilleurs, les Français sont rationnés jusqu'en 1949 afin de prévenir une éventuelle pénurie alimentaire. Enfin, et peut-être surtout, la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire alliée donnent l'occasion aux jeunes générations de construire une société plus juste, plus égalitaire, aux antipodes de celle subie sous l'occupation nazie. Le résistant communiste Nathan Chapochnik explique justement bien ce désir qui animait ces gens. Nous, notre manière de vivre et de penser et de continuer, je veux dire, à témoigner, c'est justement dans ce sens. Dans le sens que je viens d'indiquer, c'est-à-dire démocratie, fraternité, justice, voilà ce qui nous préoccupe toujours et qui devrait évidemment préoccuper tous les êtres humains. Si ces héros, français et étrangers, ont accompli leur devoir en nous libérant de l'emprise nazie, il est d'une autre, 80 ans plus tard, de faire perdurer leur mémoire. Leur histoire, tu peux notamment la découvrir, ou la redécouvrir, au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon, que je remercie chaleureusement de m'avoir accompagné dans la réalisation de ce petit documentaire sur la libération de ma ville de toujours, Lyon. Que tu y habites, ou que tu sois simplement de passage, je te recommande vivement de te rendre au CHRD, afin d'en apprendre plus sur cette terrible guerre qui frappa le pays au milieu du XXe siècle. Merci à eux pour toutes les informations et les images d'archives mises à ma disposition pour cette vidéo. Je vous mets toutes les informations dans la description. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Bonne journée.